Bonjour à tous, je suis très heureux de venir partager avec vous notre protocole d'hystérectomie en ambulatoire par cœlioscopie à faible impact. Alors en fait ce protocole il s'intègre aussi dans le financement 1K de l'augmentation des chirurgies en ambulatoire. Il s'intègre également dans une étude randomisée médico-économique de la Pitié-Salpêtrière, nos collègues de la Pitié qui ont aussi une étude spécifique sur l'hystérectomie en ambulatoire. Donc, il y avait une partie séno, une partie pelvis. Donc, on a là fait un focus sur l'hystérectomie. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, finalement, de la mise en place de ce nouveau protocole, on a évolué sur le plan technologique et sur le plan de notre technique chirurgicale. Et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant. Et donc, je vais vous présenter cette expérience. L'hystérectomie, évidemment, il y a de très nombreuses hystérectomies, plus de 60 000 en France en 2014. Il y a des taux qui sont très variables en fonction des régions, même en France. Donc, il y en a moins, par exemple, à Paris qu'en Corrèze. Et dans les pays nord-américains ou même en Allemagne, il y a beaucoup plus d'hystérectomies en proportion pour 100 000 femmes. Le taux d'hystérectomie en ambulatoire, donc on prend les chiffres des États-Unis puisque pour l'ambulatoire, évidemment, ils sont en avance. Et on voit qu'en 2014, ils ont déjà 57% d'hystérectomie en ambulatoire, donc ce qui est un chiffre énorme. Ce qui a aussi expliqué ça, c'est l'explosion du robot, de la robochirurgie aux États-Unis. La cœlioscopie est restée assez stable, donc ils ont diminué leur taux de laparotomie au profit du robot, plus que de la cœlioscopie. La problématique qui se pose pour eux, qui sont en avance sur nous, et donc c'est là-dessus qu'on peut essayer, nous, d'apporter quelque chose d'innovant, c'est la consommation d'opioïdes et ce qu'ils appellent le misuse, c'est-à-dire la consommation pathologique d'opioïdes. Puisque vous voyez que pour l'hystérectomie, mais pour nos collègues d'autres chirurgies, c'est pareil, on a près de 6% de dépendance aux opioïdes. Et moi, j'ai rencontré des patients, et c'est très problématique. C'est-à-dire qu'ils ont des suicides, des dépressions, tout un tas de pathologies liées à cette surconsommation d'opioïdes. Et chaque semaine supplémentaire de dérivés morphiniques augmente de 44% le risque de dépendance aux opioïdes. Donc, c'est finalement, en fait, en cours de projet, on a réorienté notre propre étude à nous, en fait, sur l'évaluation non seulement de la chirurgie ambulatoire, mais pas de l'ambulatoire pour l'ambulatoire, de voir la répercussion en termes de consommation d'opiacés et de dérivés morphiniques, d'opioïdes, et puis de voir un peu les douleurs post-opératoires et les moyens qu'on avait pour soulager les patientes. Donc les objectifs secondaires ne sont pas du tout abordés, on n'en est pas là. On est vraiment au début de cette partie-là de notre expérience, puisqu'une partie avait commencé en ambulatoire, mais sans tout ce que je vais vous présenter. Donc on a une série prospective de patientes qui ont été opérées d'hystérectomie. Cancer de l'endomètre, on a aussi inclus, c'est là qu'on a aussi réorienté, on s'est dit, bon, cancer de l'endomètre, finalement, on peut... c'est la même intervention, la même technique, tout pareil, quand ce n'est pas du cancer, donc on a décidé d'inclure pour nous, en tout cas, nos patientes qui n'ont pas de cancer de l'endomètre parce qu'on pense qu'il y a un vrai bénéfice. Donc le protocole, il doit y avoir la notion de cœlioscopie à faible impact et je vais vous présenter ce que c'est. Donc on a exclu les patientes qu'on avait fait en ambulatoire avant sans cette technique-là. Bien sûr, on a exclu les patientes qui refusaient d'être incluses. Quand il y avait un risque trop important de laparoconversion, des utérus trop volumineux, on passe en cœlioscopie conventionnelle. Protocole anesthésique chirurgical, je vais vous le montrer. On a recueilli les caractéristiques cliniques, alors, donc, on a surtout insisté sur les prescriptions antalgiques en salle de réveil, en hospitalisation ambulatoire, et puis jusqu'à la consultation post-opératoire. EVA, donc échelle visuelle analogique pour les douleurs,
Les antalgiques, je vous l'ai déjà dit. Est-ce qu'il y a une consommation d'opioïdes qui a été nécessaire ou pas? Sans limiter, hein. C'est pas, on limite pas du tout, c'est sur les prescriptions de sortie. Satisfaction, je crois qu'on n'avait pas encore recueilli, et puis je ne me lancerai pas dans la définition de nos questionnaires de satisfaction. Alors, ce protocole anesthésique, largement inspiré de nos collègues de la Pitié qui avaient déjà fait tout le boulot, pour leur PHRC sur l'évaluation médico-économique, mais vu localement quand même par notre chef de service d'anesthésie, le docteur André Oletti, le docteur Bruyère qui était à l'époque chez nous. Et je suis content de rencontrer le professeur Bossier parce qu'ils m'ont parlé de votre capteur pour recueillir des informations en salle de réveil qu'il fallait qu'on ait, mais qu'on n'a pas. Et donc, on a une anesthésie que j'appellerais moi type ambulatoire. Donc en gros, médicaments à courte durée d'action, un monitorage bis, d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est, opioïde free, c'est-à-dire qu'ils veulent pas mettre de morphine. Et donc ça c'est bien, on se rejoignait là-dessus. Alors moi ce que j'ai compris et ce qui m'intéresse c'est ça, c'est qu'il y a 4 antalgiques qui sont injectés en cours d'intervention. Il y a du paracétamol Péros qui est pris le matin, donc nous on prescrit en consultation préopératoire. Et on délivre également toutes les ordonnances pour la suite aux patientes. 4 antalgiques IV pendant l'intervention, en plein milieu ou au début. Et ensuite, du coup, on va monitorer sur cette petite feuille tout ce qui se passe. Et vous voyez que moi, quand je passe les voir, je leur demande. Alors bon, c'est critiquable parce que comme elles me répondent, peut-être que ce n'est pas objectif, peu importe. Mais depuis, il y a une interne qui donne des vrais questionnaires. Mais donc, quand je vais les voir en ambulatoire à la sortie, elle me donne l'échelle visuelle analogique et moi, je suis capable de voir qu'il n'y a plus d'antalgiques qui ont été prescrits ni en salle de réveil ni après. Tout ça est tracé sur des feuilles comme ça. Donc notre technique, la différence avec une technique classique, c'est que, on a miniaturisé enfin pas nous, mais on travaille avec des instruments miniaturisés de 3 mm, sauf l'insufflateur de 5 mm pour 2 raisons, parce qu'on passe une pince d'ultracision à ultrasons qui nous permet d'être confortable, d'aller plus vite, de rentabiliser. Et puis, pour insuffler à basse pression, on se sert de l'insufflateur AirSeal, qui est un insufflateur qui permet d'être tout le temps stable, même quand on est à basse pression, c'est-à-dire entre 6 et 8 mm de mercure, c'est la cible. Alors depuis, on a même changé la place des trocars pour vous dire que ça évolue. Mais on va dire que l'important, c'est l'inclusion, c'est d'avoir cette mise en place. Alors, les résultats sont en petit. En gros, alors, il faut savoir qu'on a un recrutement hospitalier. Donc, la patiente qui va avoir une hystérectomie simplex n'est pas forcément adressée au CHI Créteil. Alors, il y a tout un tas de patients de correspondants dans le privé qui nous adressent leurs patientes parce qu'il y a des adhérences prévues. Donc, vous voyez, adhésiolyse, 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 adhésiolyse. Et là, il y avait même une endométriose qui n'était pas du tout prévue, où il a fallu faire un décroisement de l'urtère, etc. Enlever le paramètre, l'US. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, on pensait faire ça spécifiquement aux patientes qui avaient des cas très simples sur le plan chirurgical. En fait, les instruments nous permettent de faire comme avant. Donc, moi, je voulais une technique reproductible, pas quelque chose que seules 3 personnes peuvent faire. Donc, on a noté évidemment les adhérences. Vous voyez souvent, il y a des adhérences parce qu'il y a eu des césariennes, des interventions préalables. La durée opératoire moyenne, 1h46 de temps opératoire. Tout est cliqué. Donc, de toute façon, ça, on ne peut pas y échapper. C'est un petit peu long par rapport à ce qu'on pourrait faire. Donc, 2 raisons. 1, parce qu'effectivement, tout n'est pas simple. 2, parce qu'on a noté l'EVH chirurgical. Donc, l'opérateur dit sa difficulté. Et nous, notre difficulté, c'est non seulement des fois les adhérences, mais ce n'est pas forcément ça le plus embêtant. C'est que, et il a fallu faire tout un travail pour comprendre pourquoi, avec une optique de 3 mm, comme vous voyez ici, des fois on voit bien et des fois on voit rien. Mais rien, hein. C'est-à-dire on a l'impression d'être dans le noir. Parce qu'il faut un super éclairage, une colonne plutôt récente qui nous permet de faire un zoom aussi numérique. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs que je viens de comprendre au fur et à mesure de l'étude et qui fait que ça peut être simple,
mais il faut... c'est de la technique en fait. Il faut une courbe d'apprentissage technique sur le matériel et tout. Voilà, donc c'est une petite série, parce qu'on a choisi de ne pas mettre tous nos ambulatoires, ce n'était pas le but. Voilà, l'IMC est correct, le score ASA est très bon. Et des utérus qui sont de taille moyenne, on va dire. Donc 2 hospitalisations, une pour plaie de vessie, qui avait la vessie complètement collée, donc plaie de vessie. Ceci étant dit, je l'ai gardé parce que ce qui m'intéressait, c'était les douleurs et les opioïdes, et puis c'était un peu en intention de traiter. Donc on garde les patientes et on voit ce qu'elles deviennent. Une autre hospitalisation pour raison purement organisationnelle. Bah, il se trouve que c'est celle qui avait l'US et puis le paramètre envahi par l'endométriose. Mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a gardée, c'est parce qu'elle est passée beaucoup trop tard. Parce qu'effectivement, on fait de l'ambulatoire pour la céno, pour le pelvis, pour les cellules explos. Bon, il y a un moment donné où l'ambulatoire tue l'ambulatoire. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est ça. EVA de sortie SSPI 0, oui, mais grâce à quoi? Antalgique 0. Il y en a une qui a eu du profénil. Donc c'est ça qui est vraiment incroyable. C'est qu'elles ont les 4 antalgiques pendant l'intervention, le Doliprane le matin à 7h ou 8h du matin, et après elles n'ont rien, et moi je vais les voir à 17h30, et elles me disent je suis très content, j'ai pas mal. Alors après, voilà, c'est très préliminaire, hein, mais honnêtement, moi je ressens que les patientes sont confortables. Donc faire de l'ambu dans ces conditions, c'est très confortable, parce que si elle me dit j'ai mal, moi je ne la laisse pas sortir, parce que je considère que il y a un problème. Il y a un problème, je vais peut-être vérifier qu'elle ne saigne pas ou qu'elle n'ait pas un hématome ou quelque chose. EVA chirurgical moyen, oui, alors ça je vous en ai déjà parlé. Opioïdes après la sortie, donc il y en a une qui a pris du tramadol, parce que toutes elles ont Doliprane, Spasfon, tramadol. J'envisage même de remplacer le tramadol par les anti-inflammatoires, en fait je me demande si c'est pas mieux. Mais c'est pas grave, je voulais leur laisser le tramadol pour qu'elles aient le choix. Et donc, de prendre un palier 2 si elles avaient besoin. Honnêtement, toutes celles que j'ai vues en consultation post-opératoire n'ont pas pris de tramadol. Voilà. Donc, il y en a une. Alors, la nuit de l'hospitalisation. Et je me suis rendu compte en faisant la série, en re-regardant, elle avait un optique de 10 mm et pas 5. C'est la seule. Hein, c'est la seule. Donc je pourrais l'exclure, mais je voulais vous montrer quand même. Je trouvais ça intéressant. Deuxièmement, elle a eu que 2 antalgiques sur les 4 pendant l'intervention par l'anesthésiste, parce que bon, vous savez ce que c'est, l'anesthésiste, il y a une rotation qui se fait, on a des intérimaires parce qu'on est en manque d'anesthésistes. Du coup, voilà, les protocoles ne sont pas toujours rigoureusement suivis. Voilà, donc en fait, on est en cours d'implémentation de notre série, mais moi je trouve ça assez intéressant déjà sur les résultats préliminaires. Donc on continue, et donc notre but après, c'est d'évaluer la satisfaction des patientes, comparer un groupe hystérectomie standard, et évidemment, en cette période estivale, le but est que les patientes rentrent chez elles tôt, mais en forme pour aller faire les soldes. Je vous remercie.